Avant de commencer cet épisode, je voulais glisser un petit message. Pour fêter les 20 000, je pensais vous proposer une petite FAQ. Donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Sur ce, bon épisode. Qu'on le veuille ou non, le paysage du spatial mondial est en train de radicalement changer, tant dans son fond que dans sa forme. Et qu'on le veuille ou non, et même si l'entreprise est très loin d'avoir été le seul moteur de ce changement, SpaceX a contribué à radicalement changer le paysage du spatial commercial. Et avec le Starship et les projets de lanceurs super lourds, américains comme chinois, qui se multiplient, c'est tout un nouvel écosystème qui risque de se créer. Dans ce contexte, l'Europe, elle aussi, commence à se pencher sur un projet de lanceur super lourd 100% réutilisable. Mais justement, où en est ce projet? Quel serait son impact? Ses différences face au Starship? Et l'Europe peut-elle encore seulement rattraper son retard d'un point de vue commercial? Eh bien, on va voir ça tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. L'information était passée assez inaperçue, mais vers mi-2022, l'ESA démarrait une étude de faisabilité avec les entreprises Ariane Group et Rocket Factory Augsburg. Bon, bien sûr, on ne présente plus Ariane Group. L'entreprise se charge entre autres de la fabrication des lanceurs Ariane, mais aussi de programmes, on en reparlera, plus innovants, comme le démonstrateur de véhicules réutilisables Themis ou sa filiale MayaSpace dont on reparlera aussi dans quelques minutes. En revanche, la seconde entreprise, Rocket Factory Augsburg, dite RFA, est moins connue. Pourtant, l'entreprise allemande dont le premier lanceur RFA One pourrait être plus que compétitif sur le marché des charges utiles de moins d'une tonne, est l'une des plus prometteuses du New Space européen. L'idée de cette étude de faisabilité, baptisée Protéine, est ainsi de se pencher sur ce à quoi pourrait ressembler un véhicule européen capable de placer 100 tonnes ou plus en orbite basse. Alors, je tiens à le dire tout de suite, mais les capacités commerciales et techniques d'Ariane 6 permettront de couvrir largement le besoin européen pendant encore longtemps. Mais il faut aussi être réaliste. Le spatial européen est aussi dans une situation où il est crucial d'évoluer et d'à la fois se remettre à la pointe de la technologie et des capacités en termes de lanceurs. Bon, c'est un fait, un lanceur comme Ariane 5 fait partie de ce qu'il se fait de mieux. On l'a vu sur des lancements comme le James Webb Space Telescope ou JUICE, les capacités du lanceur européen en termes de précision et fiabilité sont tout simplement exceptionnelles. Mais voilà, un lanceur du calibre d'Ariane 6, qui pourra placer jusqu'à 21 tonnes en orbite basse, a encore aussi énormément de retard en termes de réutilisation. Car en effet, si d'un point de vue général, l'Europe est plutôt bonne en termes de spatial, en témoignent des cargos comme l'ATV des modules pour la Lunar Gateway, les missions d'exploration et encore bien d'autres, nous avons, c'est un fait, un retard en termes de lanceurs commerciaux. De ce côté, ce sont des démonstrateurs comme Themis qui devraient ouvrir la voie à l'Europe. Développé par ArianeWorks, filiale d'Ariane Group spécialisée dans les projets innovatifs liés à Ariane, ce démonstrateur devrait réaliser différents petits bonds suborbitaux et y embarquer le nouveau moteur européen Prometheus, prototype utilisant un mélange de méthane et d'oxygène et dont la poussée est d'un 7e des moteurs Raptor de SpaceX. Et couplé au retour d'expérience sur le démonstrateur français Callisto, ces démonstrateurs pourraient tant servir à de futurs lanceurs, on va y revenir, qu'à Protéine. Car en effet, les objectifs avec Protéine sont à la fois simples et complexes à mettre en place. Réutilisation complète et rapide, délai de lancement réduit, grande charge utile en orbite. Le projet peut sembler extrêmement ambitieux, et il l'est, mais pour le coup, les plans européens pour les prochaines décennies le sont aussi, et Protéine pourrait bien être la clé de voûte de plusieurs d'entre eux. On notera par exemple le projet Ascend, étudié par Thales Alenia Space à la demande de la Commission européenne, qui vise à déterminer la faisabilité de data centers directement construits dans l'espace. Si une telle idée peut sembler farfelue, elle aurait aussi pourtant d'énormes intérêts. Le refroidissement pourrait s'avérer plus facile et économique en énergie, les data centers seraient plus écologiques et plus flexibles. Bien sûr, tout ceci n'est pas encore une certitude, c'est pour ça que des études de faisabilité ont été commandées,
Mais de tels data centers automatisés pourraient être extrêmement moins polluants que ceux que l'on fait sur Terre. Et pour lancer de telles infrastructures, il faut un lanceur super lourd. Un autre projet plus futuriste qui pourrait aussi bénéficier d'un tel lanceur, c'est le concept très sérieusement étudié de créer une station en orbite récupérant l'énergie solaire et la renvoyant vers la Terre pour permettre une production d'électricité décarbonée et constante, actuellement étudiée dans le cadre du projet Solaris. Si sur Terre son application est difficilement envisageable, la technologie pourrait en revanche profiter à des missions lunaires et martiennes en étant une source d'énergie relativement fiable. Mais au-delà des applications un peu exotiques, je vous l'accorde, dont je viens de parler, un tel projet pourrait aussi avoir une utilité bien plus concrète. Déjà, avec le développement du programme Artemis et de l'exploration lunaire, il pourrait permettre à l'Europe de développer un cargo spatial sous stéroïdes pour la Lunar Gateway ou d'autres utilisations. De plus, avec les ambitions européennes grandissantes de développer le vol spatial habité, je pense notamment à des projets comme le concept, et j'insiste sur concept de véhicules réutilisables SUSI, lançables par Ariane 6, Protein pourrait se tailler une place de choix dans le paysage du spatial mondial. Bien développé, il pourrait être un concurrent sérieux pour un véhicule comme le Starship et aussi servir à des lancements de constellations, de missions d'exploration, modules de stations et un peu toutes sortes d'autres projets. D'autant qu'il ne faut pas oublier de rajouter la fin de vie de l'ISS, fin de vie qui va radicalement changer le paysage des stations spatiales en orbite basse. Entre le développement de multiples stations spatiales privées et institutionnelles, un tel véhicule pourrait être, tout comme le Starship, un atout majeur. Car si le projet voit le jour, ce ne sera certainement pas avant les années 2030, et d'ici là, la carrière du Starship sera suffisamment établie pour en apprendre intelligemment de ses erreurs et défauts. Cependant, l'Europe arrivera aussi après des pays comme les États-Unis ou la Chine, mais elle pourrait profiter de ce retard pour développer, tout comme avec Ariane, un lanceur mûr, hautement fiable et extrêmement attractif en termes de qualité. Entre-temps, le retour d'expérience sur la filiale française d'Ariane Group, Maya Space, sa famille de petits lanceurs réutilisables et le New Space européen dans son ensemble ont toutes leurs chances d'aider au développement du projet. Mais, comme je le disais, le chemin est aussi encore long et il faudra probablement encore attendre le milieu des années 2030 pour voir le projet arriver à maturité. D'ici là, la prochaine version d'Ariane, qui devrait aussi faire dans la réutilisation, devra également être développée et la question des vols habités, que l'on parle de SUSI ou de simples capsules, sérieusement abordée. Mais entre les projets de fabrication industrielle dans l'espace, des véhicules cargo et tout ce que je viens de citer, ce projet pourrait aussi s'avérer plus qu'utile dans le spatial des années 2040-2050. D'ici là, le spatial continuera aussi d'évoluer, et malheureusement, encore une fois, l'Europe a un cran de retard qu'il serait urgent de rattraper. Il est encore trop tôt pour dire à quoi Protein ressemblera et s'il sera en avance sur son temps, mais en tout cas, une chose est certaine, il serait bon de ne pas non plus trop traîner, et même si les ambitions européennes sont grandes, on peut aussi craindre dans un sens qu'elles se diversifient un peu trop, et qu'encore une fois, les fonds ne soient pas toujours disponibles au bon moment. Mais deviner à quoi ressemblera le paysage des années 2050 est aussi un exercice complexe, et il est encore très tôt et très difficile de prévoir comment le commercial va évoluer et comment l'Europe rattrapera son retard. Mais tout ça, c'est un autre sujet qui reviendra, je crois, encore bientôt sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.